Monsieur le Président, merci de nous accueillir pour cet entretien. Le gouvernement américain va accorder une subvention d'1 million de dollars dans des domaines de l'énergie. Pouvez-vous nous en dire plus? Il y a une société américaine qui envisage de faire du gaz en Guinée, dont une centrale à gaz. Et le gouvernement américain les accompagne en leur faisant ce dont pour les études. Ce n'est pas pour l'installation, mais c'est pour les études. Déjà pour les études. Et quel était l'objet de votre rencontre ce matin avec les hommes d'affaires? C'est que nous souhaitons attirer les hommes d'affaires américains. Lorsque j'étais président de l'Union africaine et que nous avions rencontré avec le président Trump, je lui ai dit qu'en tant que président venant du privé, lui doit comprendre l'importance d'accompagner les entreprises privées. Et que si le gouvernement accompagne les entreprises privées américaines, comme le fait le gouvernement chinois avec Exim Bank, que cela permettait aux entreprises américaines. Et je constate que le président a décidé donc de créer des structures et de mettre 60 milliards de dollars pour accompagner les entreprises américaines. Donc nous pensons que c'est le moment, étant donné les différentes potentialités de la Guinée, tant dans le domaine du minier que dans le domaine agricole, que nous venons pour essayer d'attirer le maximum d'entreprises américaines en Guinée. Donc vous estimez que l'investissement privé est tout aussi important, sinon plus important que, disons, la coopération État-État. Il faudrait plutôt pousser les investisseurs. Vous savez, l'Afrique a plus besoin d'investissement que de dons. Nous ne sommes pas des mendiants. Il est évident que l'investissement public à travers la Banque mondiale et autres fonds est extrêmement important. Nous souhaitons aussi obtenir des crédits concessionnels des pays, mais réellement, le rôle du gouvernement, c'est de créer les conditions les meilleures pour les investissements. Vous savez très bien qu'un pays ne peut se développer. L'État, il y a des secteurs que l'État, les infrastructures, l'énergie, etc., des secteurs de base, mais pour le développement industriel, nous avons nécessairement besoin de partenaires privés et de partenariats publics-privés, partenaires privés extérieurs, partenaires privés guinéens, partenaires privés extérieurs et guinéens, et État et privé. Vous parliez tantôt de l'énorme potentiel de la Guinée. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous pensez que ce potentiel est suffisamment exploité pour s'ouvrir, disons, aux investisseurs? Mais vous savez, la Guinée a quand même connu 50 ans de retard. La Première République a fait des entreprises publiques mais qui ont été liquidées, et en plus il n'y a plus rien eu. Et jusqu'à en arriver en 2011, la Guinée était considérée comme le canard boiteux par le Fonds monétaire parce qu'on n'a jamais pu mener un seul programme. C'est avec moi que nous avons pu avoir le PPTE. Ça veut dire que la Guinée ne peut pas avoir de crédit en dehors des crédits concessionnels. Nous sommes maintenant, nous venons de conclure la 3e revue. Donc déjà au niveau de la macroéconomie, nous avons fait des pas énormes, puisque aujourd'hui notre inflation qui était de 21% est descendue à 8%, etc. Ensuite, surtout, quand je suis arrivé, bien qu'on ait plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite, on n'exportait que 13 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est à 80 millions, on sera à 100 millions de tonnes l'année prochaine, mais pas seulement exporter la bauxite. Nous avons 3 entreprises qui sont en train de créer une raffinerie parce que nous voulons que notre bauxite soit transformé localement, d'où l'importance de l'énergie, étant donné que les barrages que nous faisons d'énergie hydraulique ne peuvent pas permettre de transformer la bauxite en alumine parce qu'il faut de la vapeur. C'est pourquoi nous attirons les gens pour faire des centrales à gaz afin que ces entreprises puissent. Nous venons aussi de signer 2 accords, un pour l'exploitation de minerais et fer de Zogota, et jeudi dernier avec une société américaine pour l'exploitation de fer de Moniba, des projets qui existent depuis la Première République qui n'ont jamais été réalisés. Nous venons de lancer aussi l'appel d'offres pour Simandou 1 et 2, qui est le projet le plus important dans le monde aujourd'hui, parce qu'il y a 700 km, il y a la mine, 700 km de chemin de fer et le port en eau profonde. Nous venons de finir aussi la géophysique au Samirium, et qui montre qu'aujourd'hui que la Guinée a beaucoup d'autres réserves. Ce n'est pas seulement la bauxite, l'or et le diamant, nous avons le cobalt, nous avons la platine, nous avons le cuivre, etc. Donc nous allons aussi permettre l'exploitation de ça. Mais le changement en Guinée, ce n'est pas les mines. Les mines peuvent rapporter de l'argent pour faire des infrastructures, mais la Guinée ne peut se développer et mettre fin à la pauvreté que par l'agrobusiness. Donc en développant l'agriculture et l'agrobusiness.
Et justement, vous avez lancé un vaste programme d'investissement pour la Guinée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à l'horizon, je crois, 2035? C'est ça? Bon, tout dépend. D'abord, dans le secteur de l'agriculture, nous avons un programme avec la Banque mondiale pour un clave de 400 millions de dollars pour nous permettre de transformer complètement notre agriculture. Ensuite, la BAT nous accompagne pour ce qu'ils appellent la plateforme, c'est-à-dire l'agro-business, c'est-à-dire nous aide à faire des plateformes. Et ensuite, on trouve des partenaires qui peuvent faire du 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 hectares. Mais c'est la chaîne de valeur, c'est-à-dire quand vous financez l'agriculteur, mais s'il n'a pas le moyen de transformer, ça ne sert à rien. Donc, il faut une chaîne de valeur, financer l'agriculture, financer la transformation, le transport et la commercialisation. Donc, de ça, nous appelons une chaîne de valeur. On part de la production à la commercialisation. Donc, nous sommes déjà en train de faire 2 plateformes, une à Kamsar, l'autre en Haute-Guinée. Mais notre objectif est de faire 5, une Fouta, une en forêt et une autour de Farana, parce que nous pouvons faire des usines de sucre avec la canne à sucre, et avec la biomasse on peut faire. Donc, et aussi, nous sommes en train de mettre en valeur un certain nombre de nos produits. Vous savez, aujourd'hui, d'ici peu, la Guinée va être le principal exportateur de fonio aux États-Unis. Vous savez que le fonio n'a pas de gluten et est mieux que le quinoa. Malheureusement, avant, on n'en bénéficiait pas, on était de grands producteurs, mais c'est d'autres qui le transformaient. Aujourd'hui, nous transformons notre fonio nous-mêmes. D'ailleurs, je vais vous faire le plaisir de vous donner un cadeau pour que vous voyez. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en valeur tout notre potentiel économique. Nous avons aussi fait des barrages. Nous avons Caleta qui fait 240 MW. Nous sommes en train de finir Histoire Petite qui fait 450 MW. Nous allons lancer avec l'OMES Kukutamba à Tougué qui va faire 200 MW. Et la société TBA va faire en BOT le barrage en Maria. Donc, déjà, en moins de 10 ans, nous avons près de 800 MW que nous avons fait, alors qu'on était à 100 et quelques. Vous avez besoin de plus de temps pour continuer dans ces projets? Vous savez, les projets, c'est sur de longues années, c'est pas une génération, c'est plusieurs générations. Par exemple, si vous prenez les États-Unis, le développement des États-Unis s'est fait après plusieurs générations. Donc, il s'agit de lancer des projets et progressivement, avec la jeunesse guinéenne qui est maintenant maîtrise, parce que nous avons la chance aujourd'hui que la jeunesse africaine maîtrise aussi bien que les Occidentaux les nouvelles technologies, il viendra à ces jeunes de continuer ce que nous avons commencé. Et vous entendez aller jusqu'à quand? Ça, Dieu seul le sait. Et le peuple. Le peuple. C'est-à-dire, vous avez lancé des consultations. Vous avez demandé au Premier ministre de lancer des consultations. C'est tout à fait normal, parce que le peuple est souverain. Et je vous fais remarquer que les États-Unis ont déjà eu cette constitution. Il est normal qu'on interroge le peuple. Le monde évolue. Il est normal de comprendre ce que le peuple veut. Cela n'a rien à voir avec une élection. C'est de voir est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont remplies en Guinée pour la protection des enfants, etc. Donc je ne suis pas venu pour discuter politique, je suis venu pour les affaires. La Guinée est un pays souverain qui l'a démontré en votant non en 1958 et la Guinée tient absolument à sa souveraineté, à son indépendance. Donc les problèmes guinéens sont discutés en Guinée, non pas à l'extérieur. Je comprends parfaitement, Monsieur le Président. Comment jugez-vous aujourd'hui les relations entre les États-Unis et la Guinée depuis l'arrivée du président Trump? Bon, vous savez, lorsque la France a boycotté la Guinée, on a eu la chance à un moment donné, le président Sékou il est rapport avec Rockefeller et le président Kennedy. Mais ensuite, évidemment, l'évolution a mené une dictature qui était enfermée. La Deuxième République n'avait pas de diplomatie et la Guinée avait presque disparu. Donc, nos rapports avec les États-Unis se sont améliorés à mon arrivée avec le président Obama. Sous le président Trump, nous avons quand même maintenant 3 projets américains. Nous avons une banque américaine, Vista Vision, qui vient de s'installer en Guinée et qui peut-être pourra racheter la BCG. Nous avons la société Guinée Gaz qui va faire le gaz. Et nous venons de signer avec Freeland pour l'exploitation
du fer de Nimba. Donc, j'avais déjà 3 sociétés, nous avons 2 sociétés, puisque la Guinée peut profiter de l'opportunité donnée aujourd'hui par le président Trump en prévoyant 60 milliards d'investissements et en créant des structures pour permettre aux entreprises. Donc, nous pensons que nous pouvons davantage bénéficier, à condition, non seulement partenariat avec le gouvernement, mais surtout la présence des entreprises américaines, parce qu'ils seront accompagnés par le gouvernement. D'accord. Nous allons un peu parler de l'Afrique. Hein. Le président, votre ami Robert Mugabe, est décédé récemment. Vous partagez les idéaux de panafricanisme. Quelle est votre réaction? Quel témoignage pouvez-vous nous accorder? Mugabe a été un très grand président, une fierté pour l'Afrique, parce que peut-être que vous êtes jeune pour ne pas savoir que c'était la logique du Sud quand Ian Smith a décidé, contre l'avis de l'Angleterre, de créer une sorte d'État blanc en faisant des Noirs de Bantoustan. Mais il faut reconnaître aussi que les accords de Lancaster l'Angleterre s'était engagée à indemniser les fermiers blancs pour qu'on puisse faire la réforme agraire, ce qui n'a jamais été respecté. Pendant un moment, l'économie du Zimbabwe allait très bien, parce qu'ils étaient des grands fournisseurs de maïs et de greniers. Mais comme l'Angleterre n'a pas respecté ses engagements, évidemment, Mugabe a fait la réforme agraire. Malheureusement, les Africains, ça a été un peu plus politique, c'est-à-dire on a donné aux anciens combattants et autres qui n'étaient pas les mieux indiqués pour cultiver. Donc ça a fait que l'économie a baissé. Évidemment, à la fin, il y a eu beaucoup de problèmes avec le comportement de sa femme, mais on ne peut pas oublier. Moi, je parle toujours, on dit qu'il arrive qu'une poule vole plus haut qu'un aigle, il arrive qu'un aigle vole plus bas qu'une poule, mais une poule ne volera jamais plus haut qu'un aigle. Donc, pour moi, quelles que soient les vicissitudes, Mugabe reste un aigle. Vous retenez son héritage de combattant néocolonialiste et panafricaniste. D'accord. Est-ce que vous regrettez la manière dont il a été poussé à la sortie? Vous savez, le président actuel a été un des principaux lieutenants du président Mugabe. Il a été formé en Chine et il l'accompagnait tout le temps. Le drame, c'est le comportement de la deuxième femme de Mugabe, qui a voulu mettre de côté tous les héros de la guerre. Étant donné que Mugabe était fatigué, elle a voulu manipuler, donc c'est ça qui a été la cause. C'est moins dirigé contre Mugabe que contre elle, parce que le président actuel est quand même un historique. Il a suivi dès le début la lutte armée. Donc ces gens-là aujourd'hui sont quand même les compagnons de Mugabe. Tout à fait. Ce panafricaniste qui disparaît au moment où on constate des violences xénophobes en Afrique du Sud, quelle est votre lecture de ce qui se passe en Afrique du Sud? Vous savez, j'ai parlé avec le président Ramaphosa hier. Moi-même, j'ai reçu Malema. Vous savez, c'est un peu, nous avons dit aux Sud-Africains, tous les Africains ont soutenu le combat de Mandela et la lutte contre l'apartheid. Donc, l'Afrique du Sud doit être accueillante à l'égard de tous les Africains. Bon, évidemment, il y a le chômage. Vous savez, très souvent dans les pays, lorsqu'il y a des problèmes, on a tendance à s'en prendre aux étrangers. Mais il revient au gouvernement d'Afrique du Sud de prendre les dispositions pour que tel phénomène ne puisse pas se reproduire, parce que ça nous retarde, parce que vous avez d'autres pays qui réagissent, etc. J'espère que le gouvernement sud-africain va prendre ses responsabilités. J'ai parlé hier, avant de partir avec le président Ramaphosa, pour les décisions qu'il va prendre, notamment à l'égard du Nigeria, dont beaucoup ont été victimes. Et j'espère que, et vous avez entendu la déclaration quand même de Julius Malema, qui a quand même condamné fermement en disant, au lieu de vous en prendre aux blancs, nous devons nous en prendre aux noirs. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Mais ça veut dire aussi que nous devons mieux éduquer nos jeunes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas en s'en prenant à d'autres Africains qui peuvent avoir du travail. Donc il y a aussi la responsabilité du gouvernement africain dans la façon d'éduquer nos jeunes.
pensez que l'Union africaine devrait prendre la question en charge? Bon, vous Même savez, l'inscrire à l'ordre du jour du prochain sommet? vous savez, il ne faut pas... je pense que nous allons trouver la situation entre chefs d'État en discutant et nous n'avons pas besoin de bain salade, parce que c'est un problème que nous pouvons résoudre. Aujourd'hui, le rôle de l'Union africaine a beaucoup changé parce que d'abord, nous sommes autonomes au niveau du financement, nous prenons nos responsabilités, nous disons que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. C'est un problème qui va se régler en discussion entre certains chefs d'État pour trouver une solution et aider l'Afrique du Sud à ce que de tels phénomènes ne se reproduisent pas. Mais vous savez, ce n'est pas en Afrique du Sud seulement, ça se produit aussi dans d'autres pays, même en Europe, ça se produit. Donc, c'est toujours, vous voyez bien, en France, quand on s'en prend aux immigrés en passant qui viennent prendre le travail des Français, etc. Donc, c'est une question d'éducation que le gouvernement doit faire. Nous allons terminer plus proche de la Guinée, la situation sécuritaire dans le Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso. Une trentaine de personnes ont d'ailleurs été tuées hier dimanche au Burkina. On voit aussi que aussi bien dans le centre du Mali qu'au nord du Burkina, cette question du terrorisme est en train de se muer en conflit intercommunautaire. Cela vous inquiète? Vous savez, il y a deux choses. Il y a eu d'abord le terrorisme avec les islamistes. Malheureusement, du fait du faible développement de nos pays et de l'absence de travail, ils ont pu instrumentaliser certains jeunes. Ça, c'était d'abord le terrorisme. Maintenant, on doit se poser une question. Vous parlez du centre. Beaucoup de Dogons, ils ne se comprennent pas de village à village. Tous les Dogons parlent Peul. Ils vivent depuis des siècles ensemble, en harmonie. Pourquoi brusquement ces affrontements? On doit se poser la question. Vous soupçonnez une main extérieure? On doit se poser la question. Quelle est la cause? On doit se poser la question. Des gens qui ont vécu, tous les Dogons parlent Peul. Si je prends Tété, son père est Peul, sa mère est Dogon. Donc, pourquoi cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière? À nous de réfléchir pour voir, est-ce que ce n'est pas un complot contre l'Afrique? Parce que ces ethnies ont vécu pendant des siècles ensemble, sans problème. Et le danger, c'est que nous en faisons une stigmatisation et que nous tombons dans le piège de dire nous serons maintenant en affrontement ethnique. Donc, ça veut dire qu'il y a un complot contre nous et que nous-mêmes, on renforce ce complot. Parce que moi, je suis certain que ce n'est pas par hasard. Donc, il faut chercher la cause. Mais il faut, si nous n'évitons pas, si nous voulons mettre l'accent sur le conflit ethnique, nous allons faire exploser toute l'Afrique. Parce qu'il n'y a aucun pays africain où il y a une seule ethnie. Il y a des ethnies qui se retrouvent, et même à travers les frontières. Donc je pense qu'il faut travailler pour mettre fin à ce conflit raisonné. Il peut y avoir aussi des raisons économiques, la terre, etc. Bon, mais fondamentalement, c'est la pauvreté. Plus on développe l'Afrique, plus nos gens ont des moyens de vivre, moins il y aura de conflits. Le conflit éleveur-agriculteur peut être résolu. Les éleveurs peuvent, avec le monde moderne, faire l'insémination, nourrir les bœufs avec l'aliment des bétail, donc les bœufs n'auront plus besoin d'aller divaguer. C'est l'expérience que nous sommes en train de faire en Guinée aujourd'hui, amener les éleveurs à parquer, à utiliser l'alimentation du bétail. Nos bœufs, au lieu de peser 200 kg, peseront 500 kg, et il n'y aura plus ce conflit, qui a aussi des raisons de conflit. Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans le Togo, mais vous voyez dernièrement au Nigeria, mais aussi au Tchad, où les troupeaux détruisent les champs. Donc tout ça, c'est la pauvreté. Donc plus l'Afrique se développe, moins il y aura de terrorisme, moins il y aura de tels conflits. C'est pourquoi nous allons nous battre, parce que nous avons la chance d'être le continent le plus jeune, pendant que, je vais dire, au niveau de la population. Donc c'est une richesse pour nous, surtout que cette jeunesse maîtrise les nouvelles technologies. Moi, j'ai vu dernièrement l'exposition qu'on a fait, qu'on a vu. Je suis venu avec un jeune Keita Muntaga, et qui a fait une invention que tout le monde a vu. Il a gagné le prix à Genève. Donc ça veut dire que les jeunes Guinéens n'ont rien envie aux jeunes Américains. Seulement, il faut que le gouvernement soit capable de développer le pays et surtout de penser aux couches les plus vulnérables, qui sont les jeunes, les femmes,
afin que progressivement ces phénomènes disparaissent. Alors la Guinée est un grand contributeur de troupes au sein de la MINUSMA. Vous pensez que le G5 devrait être élargi? On voit des pays comme le Bénin qui sont menacés. Vous savez, moi, lorsque je suis dans l'Union africaine, j'ai toujours dit, pourquoi voulez-vous qu'un Bangladesh vienne mourir au Mali? On le paye, mais s'il vient mourir au Mali, ça va servir à quoi? Pour que nous puissions nous battre, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes. Nous avons dit, nous sommes prêts à nous battre. Moi, j'ai 850 hommes à Kidal depuis 2014. On dit que c'est tournant, mais personne ne veut nous remplacer. Mon reste, on va monter à 1000. Donc, ce que nous demandons à nos partenaires, au lieu de gaspiller 1 milliard pour la MINUSMA, 1 milliard de dollars, vaut mieux mettre ça à la disposition des troupes africaines, nous donner les moyens matériels et nous accompagner pour le renseignement et nous laisser nous battre. On ne se bat que quand on se bat pour sa patrie. Quand je ne vois pas vous aller demain vous battre en Afghanistan, mourir pour les Afghans, pourquoi voulez-vous que les Afghans viennent mourir pour l'Afrique? Donc il faut que les gens comprennent. Le G5, on critique, mais le G5 n'a même fait encore la moitié de somme qui avait été promise. Alors comment voulez-vous pouvoir travailler? Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de radar, et même l'argent qui est promis n'est pas arrivé. Seuls les Africains peuvent se battre parce que c'est leur pays, c'est leur continent et changer la situation. Ce n'est pas les troupes des Nations Unies qui peuvent changer la situation. Ils sont au Congo, ça fait 20 ans. Bon. Et le G5 devrait être élargi, à votre avis? Nous sommes tous prêts, mais même, on n'est pas membre du G5, mais on a déjà vu ça 50 ans. Les G5 doivent être petits. Pourquoi? Parce que tous nos pays sont menacés. Nous avons 600 km de frontière avec le Mali. Donc, ça doit être un combat. En Afrique de l'Ouest, ça doit être un combat de toute la CEDEAO. C'est-à-dire, ça doit être l'ensemble de la CEDEAO qui doit participer à la lutte contre le terrorisme. Sinon, vous avez déjà le nord du Bénin, le nord du Ghana, le nord du Togo, demain la Guinée, le Sénégal, etc. Donc, ça ne concerne pas seulement les pays actuels. Nous devons tous nous unir pour vaincre le terrorisme dans ces pays-là. Quand la maison de ton voisin brûle, si tu ne l'aides pas, le feu fait atteindre son voisin. Donc nous pensons que le G5 doit être élargi. Surtout, la campagne ne soit pas verbale. Quand on promet 400 millions, qu'on donne 200 millions, bon, pendant ce temps, on me dépasse 1 milliard. Vous êtes en guerre et vous dites maintien de la paix. Ça veut dire les gens vous attaquent, vous dites maintien de la paix. Donc vous êtes assis, vous attendez que les autres viennent vous attaquer. On peut aller. Toute dernière question, Monsieur le Président. Pour revenir un peu à l'objet de votre visite, donc la Guinée est ouverte aux affaires, comme on dit, open for business. Donnez-nous un peu une vue d'ensemble. Qu'est-ce que vous attendez des investisseurs américains? Mais la Guinée a d'immenses potentialités. Nous ne voulons pas être fournisseurs de matières premières. Nous voulons que les entreprises y viennent, travailler chez nous et créer de la valeur. C'est-à-dire transformer notre bauxite en aluminium, notre minerai de fer en acier. Nous transformons nos produits agricoles pour en faire des produits finis, etc. Pour que, moi, mon rêve, c'est que l'Afrique soit non seulement l'usine de l'Afrique, mais l'usine du monde. Parce que la Chine est obligée d'augmenter les salaires des travailleurs. Donc, nous avons la chance, progressivement, de nous substituer à la Chine. Comme aujourd'hui, nous sommes le marché de le monde. Ça doit être l'inverse. Le monde doit devenir le marché de l'Afrique. Voilà donc pour l'ambition que nous avons, pas seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous en prie.